Bonjour à tous, tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette autre aventure de l'émission Diagnostic. Aujourd'hui, on parle des déguerpissements à Conakry et ses conséquences. Il faut le dire, après plusieurs avertissements du Comité national de rassemblement pour le développement invitant les occupants des emprises à libérer la voie publique, les bulldozers du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire sont rentrés en action ce mercredi 13 octobre 2021 à Madina, situé dans la commune de Matam. À peine lancée, l'opération s'est heurtée à une résistance au niveau de la casse. Des jeunes ont jeté des cailloux sur les agents déployés sur le terrain par les autorités communales, mais cet incident n'a pas empêché la poursuite des travaux. Ces opérations de dégagement des emprises des voies publiques interviennent 2 ans après une opération de déguerpissement de grande envergure à Conakry. Des quartiers entiers, Kapororaï, Kipédé et Dimes ont été démolis. Selon le rapport des victimes, cette vaste opération de déguerpissement dans la commune de Ratoma a abouti à la destruction de plus de 1769 bâtiments, 1203 familles et 19 219 personnes ont été impactées par cette opération. Et dans cette émission, il faut dire quand même, débouté par la justice guinéenne, le collectif des victimes a saisi la cour de justice de la CEDEAO basée à Abuja, au Nigeria. La saisine vise à condamner l'État guinéen. Et aujourd'hui, dans cette émission, on pose le débat: où en est-on avec cette procédure judiciaire? Qu'est-ce qu'il faut dire des conditions de vie de ces familles qui ont été victimes de ces opérations de démolition des maisons dans la commune de Ratoma? Et qu'est-ce qu'il faut attendre du CNRD par rapport à ces victimes? Voilà toutes les questions que nous tenterons de répondre tout au long de cette émission avec nos invités du jour qui ont pour nom Monsieur Ibrahima Aminata Diallo. Bonjour, merci d'être avec nous dans cette émission Diagnostic pour cette première aventure. Bonjour Monsieur Barry, bonjour aux téléspectateurs de Star 21 et à tous ceux qui nous suivent en Guinée et dans le monde entier. Merci, je rappelle que vous êtes le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement CONAPED. Et puis avec nous également sur ce plateau, Mamadou Sambasso, bonjour. Bonjour Monsieur Barry, bonjour aussi à vos millions de téléspectateurs. Merci, vous êtes le porte-parole du collectif des victimes des opérations des casses de côté de Kipédé, Kaporo Dimes. Et puis il est avec nous également Monsieur Sayon Onivogui. Je rappelle que vous êtes le responsable de la commission mobilisation des fonds des victimes de ce même collectif. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Vallée et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on va commencer cette émission par ces opérations qui ont été initiées par les nouvelles autorités du pays, le CNRD, par rapport notamment au dégagement des emprises des voiries publiques de la capitale. Alors, M. Diallo, quel est le regard que vous portez sur ces opérations de dégagement des emprises? Parce qu'à chaque fois, on assiste à la même opération, mais les mêmes lieux ont été toujours réoccupés par la population. Merci une fois encore, je pense que la volonté politique a été exprimée depuis très longtemps. Il faut avoir le courage de le dire. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que nous avons assisté, n'est-ce pas, à ces déguerpissements. Sauf qu'il y a un problème de manque de suivi. Parce que si vous prenez l'exemple sur Madina, sur le pont de Madina, vous savez vous-même, c'est un marché au niveau de Pharma-Guinée. En partant vers le marché Madina, vous avez remarqué à un moment donné, il y avait des femmes de gauche à droite qui vraiment empêchaient même la circulation des piétons, à plus forte raison les véhicules. Mais il y a eu un suivi jusqu'à un certain moment, ils ont abandonné parce qu'il y avait eu un certain temps où on a mis des agents de sécurité, la gendarmerie et la police pour empêcher, n'est-ce pas, les femmes là de revenir pour se réinstaller. Alors, c'est un problème qui est là et à mon avis, il faudrait qu'on mette un mécanisme de suivi parce qu'il y a un manque de prise de conscience de la part des citoyens. Parce qu'il ne s'agit pas de rappeler seulement, tout le monde le sait. On sait que là où on s'assoit, c'est un problème. Mais il faudrait à chaque fois que les gens reviennent pour leur dire il faut quitter, il faut quitter. Donc le premier régime, notamment quand je dis le régime de Chi, ils ont commencé, les gens ont apprécié. Mais ça n'a été qu'un feu de paille. Alors il faut s'interroger maintenant, qu'est-ce qui fait que
on n'arrive pas vraiment on va poser la à question pérenniser, tout au long de n'est-ce pas? cette Voilà, émission. pérenniser Alors, l'action. Mamadou Sambasso, c'est vrai quand même que c'est une opération qui revient à chaque fois avec sa résumé, mais qui fait également des conséquences, parce que on a vu celle qui a été initiée mercredi dernier, des petites boutiques, là où certaines populations se débrouillaient, ont été presque mis à sac. Alors, à votre avis, est-ce que ces opérations peuvent porter fruit en ce qui concerne notamment le désengorgement des voiries de la capitale? Oui, je pense que cela devrait aboutir normalement, mais en fait, nous sommes dans un pays où il y a une sorte d'irresponsabilité de ceux qui sont aux affaires. Et vous savez que dans les quartiers, il y a des responsables, au niveau des marchés, il y a des responsables, tout comme au niveau de la police. Ouais. Et ces femmes, généralement, qui viennent occuper les trottoirs, qui empêchent les citoyens de circuler librement, sont installés par les administrateurs des marchés, parfois par des responsables de la police, de la gendarmerie. Et même de la mairie. De la mairie. Ouais, parce qu'ils payent des taxes. Ce qu'on appelle les tickets. Oui, ils payent des tickets, ils Ouais. s'installent là où ils ne devraient pas s'installer. Et sous M. Alpha Condé, le ministre des Travaux publics à l'époque, Moustapha Naïté, avait installé des murets au niveau des marchés. Ça, c'était vraiment salutaire. Mais au début, ça a été respecté. Et après, les gens sont venus s'installer au niveau de la route. Quand vous prenez par exemple le marché de Symphonia sur la route Le Prince, mais aussi vous prenez la transversale numéro 4 entre Anko 5 et Sangoya, Ouais. vous voyez que pratiquement il est difficile de passer à ces niveaux-là, surtout aux alentours de 18 heures. Donc, il y a un laisser-aller qui s'est installé, il y a des gens qui raquettent ces pauvres populations-là. Il y a aussi l'incivisme qu'il ne faut pas... Et l'incivisme des populations, voilà, quand vous posez la question, la presse joue son rôle, elle part sur le terrain. Et généralement, vous entendez les gens vous dire qu'il n'y a pas de place à l'intérieur des marchés. Mais le plus souvent, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Tout simplement parce que les gens veulent venir au bord de la route, si vous voulez, pour intercepter les gens les clients. Ouais, et même certains font des achats depuis leur véhicule. Là oui, aussi. C'est ça. Donc, nous sommes tous concernés, nous sommes en quelque sorte tous responsables de ce qui arrive, parce que si les gens étalaient leurs marchandises et que personne ne faisait des achats, les gens allaient retourner ailleurs, à l'intérieur des marchés. Et s'il y avait des dispositions qui étaient prises, mais en fait, quand une décision est prise, chacun se dit que c'est juste pour 2 ou 3 jours. Après, les vieilles habitudes reprennent. Bien. Et même nos routes ne sont pas adaptées. Quand vous les constatez, la construction, on fait des routes qui ne répondent pas aux normes, qui sont étroites et qui sont malheureusement également en fait, occupées. Nous sommes dans une république de désordre et c'est ce qui est révoltant. Monsieur Onivogui, est-ce que vous aussi vous avez fait le même constat? Parce qu'il faut dire quand même que ces opérations de désengagement et des emprises de la route à Conakry n'est pas quand même une première, mais on procède à ces opérations. Après, les lieux sont débarrassés, mais on ne valorise pas ces mêmes lieux qui ont été débarrassés. Finalement, les gens les réoccupent. Bien, moi je dirais, je vais marcher un peu sur sa langue. Il y a des choses qui manquent vraiment à la gouvernance de ce pays, c'est-à-dire les autorités et ceux qui viennent se mettre sur la route pour violer ces lois. L'autorité, premièrement, doit pouvoir prendre un engagement plus déterminé, c'est-à-dire qu'il doit aller au-delà du temps. C'est pas tout de suite je vais le faire parce qu'on m'a nommé ministre. Oui, juste une façon d'exister. Voilà, et je vais montrer que je peux faire quelque chose. Et dès qu'il fait, à un moment donné, c'est à l'abandon. Et les gens vont, ils reprennent. Les opérations tapent à l'œil. Sur la mentalité des Guinéens et qui savent que c'est pas continuel. Ils font ça juste pour se montrer. Et quand ils quittent, à un moment donné, les autres reviennent et ça reste encore comme ça pour des années. C'est comme si on les encourage. Si moi je dis par exemple que cette maison ne doit pas être construite ici et que l'État, l'habitat sait que ici c'est une zone où une maison ne doit pas être construite, il doit pouvoir être, il doit venir marquer justement pour dire que cette maison, qu'aucun ne doit construire et une maison. Et pourquoi pas valoriser l'endroit. Ils laissent tomber, ils attendent
un citoyen vient, il paye de l'argent, comme on le dit, il construit. La nature a horreur du vide. Exactement, la nature a horreur du vide. Donc quand ça fait comme ça, la mentalité des Guinéens se disent toujours, ils le font pour leur position. Et après cela, ça va encore passer. Ce sont eux qui vont recevoir encore de l'argent et qui vont nous laisser faire. Bien. Donc quand ça reste comme ça dans la tête donc je vais dire, en réalité, c'est un esprit civisme. Bien. On va dire, il faut travailler sur ça. Alors, Mamadou Sambasso, c'est vrai que quand vous demandez ces étalagistes et pourquoi pas ces commerçants aujourd'hui qui semblent préférer les abords de route que l'intérieur du marché, ils vous évoquent le plus souvent le manque d'espace à l'intérieur du marché. Mais ce qui reste évident, Conakry n'a presque pas de marché. Tous les marchés de la capitale aujourd'hui sont envahis. Aujourd'hui, est-ce que là, ça ne peut pas être un argument solide qu'on pourrait également comprendre par rapport à ça? Parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur de nos marchés. Bon, pour moi, c'est un argument, mais est-ce que c'est un argument qui justifie l'occupation de la route? Pour moi, mais s'il n'est pas aussi ne devrait pas à l'intérieur du marché, mais généralement, comme je vous l'ai dit, quand vous partez à l'intérieur des marchés, vous trouvez qu'il y a de la place. Je ne dis pas qu'il y a de la place pour tout le monde. Et ces places-là sont taxées, vous le savez. Oui, c'est tout à fait normal, mais je pense aussi qu'il revient aux autorités de construire des marchés qui sont dignes. Parce que, vous voyez que tout le monde est malade presque dans ce pays, parce que vous-même, vous savez dans quelles conditions les femmes qui sont dans ces marchés-là étalent leurs marchandises parfois à même le sol. Il y a des eaux de ruissellement, il y a toutes sortes de matoto, ces femmes qui vendent dans la boue. Ou sur la route qui quitte Anta pour remonter au niveau de la T5. Vous voyez les ordures, les gens, ils s'asseyent là, ils mangent toute la journée, ils revendent parfois du pain qu'on ne lave pas avant de manger. Est-ce qu'il faut mettre en évidence la question de la délocalisation de ces marchés de la capitale? Oui, je pense. Et surtout, il faudrait revoir, parce que surtout les grands axes routiers, quand vous prenez la route Le Prince, quand vous prenez l'autoroute Fidel Castro, ou la corniche entre Kaporo et Taouya, je pense qu'à mon avis, il faudrait éviter que les marchés soit à côté de ces grands axes-là. Ça peut aider à réglementer la situation, mais ça aussi, il faut un espace, il faut des espaces pour mettre ces marchés-là. Et sinon, l'idée de mettre les murets, cette idée de Moustapha Naïké... Il y a quelqu'un qui me disait que les Guinéens ressemblent à des bœufs, parce que si c'est un bœuf, par exemple, si vous mettez, si vous mettez un bois, il comprend automatiquement un enclos, mais les Guinéens, il faut mettre les murets. Oui, vous mettez des murets et puis les gens viennent, ils traversent. C'est comme quand vous allez... J'ai vu même des autres étalés au-dessus de ces murets-là. C'est le cas à Sonfonia. Vous trouvez les gens au-delà de ces murets-là, à côté des poubelles métalliques installées par le ministère de l'assainissement. Donc, il faut que les gens aussi arrêtent, parce que la route, ce n'est pas une propriété privée. Ce qu'on fait devant sa porte, en tout cas, ça serait difficile de voir la même pratique du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, la question, par exemple, vous êtes en face, notamment des marchés de Koloma, parce que là, se trouve notamment votre bureau. Alors, la question de l'espace dans les marchés de la capitale, est-ce que ça ne peut pas être l'explication ou le point qui pourrait donner raison à ces occupants illégaux qui pensent que, puisqu'il n'y a pas de place à l'intérieur du marché, donc il faut forcément vendre dans la rue? Bon, moi je partage l'avis de Samba. Moi, à mon avis, il n'y a aucun argument qui peut justifier, n'est-ce pas, de venir s'exposer de façon incivique, n'est-ce pas, au bord de la route. Moi, je pense qu'au niveau des marchés, il y a suffisamment d'espace. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez au niveau du marché de Koloma, on est en train de construire. Tout est bradé, il y a des immeubles qui sont partout. En train de construire. Mais ça, c'est. Mais les centres commerciaux, ce n'est pas fait pour les bonnes femmes qui vendent dans la rue. Si l'État ne fait rien, écoutez, quand vous partez dans les autres pays, ceux qui ont voyagé, on sait que une boutique à 1 million, 2 millions, 3 millions, ce n'est pas fait pour un citoyen lambda. Oui, je comprends. Voilà, mais tout cela, on peut créer dans un marché, c'est un lieu public. L'État peut prendre des dispositions pour créer, disons, des grands hangars, pour donner ça, n'est-ce pas, aux pauvres femmes. Pour quel espace, M. Diallo? Pour quel espace? L'espace existe, je dis bien. C'est une question d'organisation. Parce que quand vous partez au marché de Koloma, à un moment donné, il a fallu qu'on déguerpisse parce que les magasins et les boutiques étaient devenus des logements. Des personnes, des fois, c'était des logements. Donc, et pourtant, c'est un marché. Et on sait que le marché, c'est un bien de l'État.
Alors, c'est à l'État et à la commune de valoriser ces marchés parce qu'ils ont des administrateurs qui réclament des taxes à ces femmes, qui réclament des taxes à tous les occupants de ces marchés. Donc, la question de dire que c'est parce qu'il n'y a pas de place, je pense que ce n'est qu'un argument fallacieux qui ne tient pas. Il faudrait que les gens comprennent, une fois encore, l'exemple de ces murailles au bord des routes, c'est un exemple illustratif. Au moins qu'on laisse, mais on fait sciemment, on saute là-dessus, on vient, on s'assoit là, des fois même au prix de sa propre vie. Parce que si vous êtes là, vous êtes exposé. L'initiative qu'on a faite tout de suite, on va en parler. On reviendra bien sûr. Vous le verrez, que quand vous venez, vous comprendrez que c'est une question de conscience et de l'incivisme. Parce qu'il y en a qui n'osent pas, même quand ils viennent vers eux pour leur dire, tu n'es pas en sécurité là où tu es, mais ça devient un problème. Donc je pense l'État, les communes, parce que vous savez, quand on dit l'État, les gens pensent seulement au président de la République. À quoi ça sert ces opérations de désengagement ou de déguerpissement des voiries publiques si ces lieux-là ne sont pas valorisés? Parce que le problème, comme l'a dit M. Onivogui, chaque autorité vient avec une opération coup de balai, mais après, les mêmes zones sont réoccupées par les citoyens qui étaient déguerpis avant. Donc ça revient toujours. Ça revient toujours, mais on ne peut pas à tout moment mettre les gens dans une situation de forcing. Il faudrait qu'il y ait, au moment où on déguerpit, qu'on propose quelque chose, n'est-ce pas, pour accompagner. Si par exemple on veut embellir les emprises, n'est-ce pas, qu'on a dégagées, pourquoi pas proposer peut-être autre chose, parking par exemple, ou bien des espaces verts. Oui, comme ça a été fait du côté de Madina. Très bien, ou des espaces verts, etc. etc. Comme ça, quand tu viens, tu sais que là, je ne peux pas vendre ici, je ne peux pas m'asseoir là. Mais c'est un peu compliqué. Donc la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée parce que vous avez vu, nous sommes dans un pays où le secteur tertiaire domine presque, parce que l'État ne propose rien aux citoyens, n'est-ce pas, au-delà de ça. C'est un problème général qu'il faut diagnostiquer, il faut aller au fond. Là, il faudrait que le secteur primaire, dont on comme parle on le dit, nous sommes dans l'émission diagnostic, on fera tout possible pour donner des solutions aux autorités. Alors, M. Onivogui, il faut dire quand même que la question de ces occupations anarchiques des voiries de la capitale cause assez de problèmes. On a d'abord les embouteillages, il y a aussi le risque d'accident et pourquoi pas la contamination de ces denrées alimentaires qui sont vendus. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution pour faire face à ces problèmes? Pour que ça soit, parce que vous l'avez rappelé, que c'est fait parfois juste avec des opérations tape à l'heure, mais après, ça ne dure pas dans le temps. Oui, comme je le disais, l'État doit beaucoup réfléchir et comment aider ces dames-là. Mais il y a une situation que moi-même j'ai suivie tout dernièrement, le grand marché de Bonfils. Les Libanais, là, ils avaient bien rangé, ils ont mis des boutiques. Et ils ont ouvert des hangars pour dire aux femmes de venir vendre dedans. Moi, je suis même allé en tant qu'immobilier pour aller voir ce monsieur et lui demander les modalités de paiement. Ils ont dit non, que pour ces femmes-là, ils veulent simplement que les lieux soient vraiment un marché. Le grand marché de Conakry. Voilà, juste à côté de l'aéroport. C'est de la station de Bonfils. Alors, je me pose la question, pourquoi ces femmes... Mais les gens refusent d'y rentrer. Les gens ont catégoriquement refusé d'aller là-bas. Je suis allé là-bas jusqu'à proposer, les demander si nous pouvons aller aider ces femmes-là en les sensibilisant pour venir rentrer dans ce grand marché de Bessia. Mais ils ne sont pas venus. C'est vide, même quand tu pars aujourd'hui là-bas, tu rentres, tu ne trouveras pas 4-10 femmes sous les hangars. C'est dommage. Alors moi j'ai posé même une question, j'ai dit, est-ce que vous voulez faire payer Il y a des petites boutiques, des petites chambrettes qu'ils ont mis, qui disent qu'il faut payer, mais les tables, ils ont donné ça à des femmes. Vous vous rappelez? Cela vous inspire quoi? C'est un refus. Premièrement, un refus. Et deuxièmement, parce que ces femmes pensent qu'il faut s'exposer pour permettre aux passants de vite venir acheter chez toi. Malheureusement. Et ça, avec tous les risques. Il faut s'exposer, il faut être devant pour que celui qui est à l'intérieur, lui, va rester et attendre. Et finalement, certaines femmes même que nous avons demandé pourquoi ils ne rentrent pas et disent, est-ce que je peux j'ai les mêmes marchandises avec Fatou, mon ami, et mon ami est à la porte, moi je suis à l'intérieur, ils vont finir de payer pour Fatou là.
Est-ce que le problème n'est pas aussi nous qui partons acheter dans ces marchés? Parce que c'est vrai que si elle précise, c'est parce qu'on les pète le flanc. C'est pourquoi j'ai parlé de civisme, des gens qui doivent comprendre. Alors, il y a aussi ces constats par rapport notamment à ces mêmes axes routiers. L'État a initié, bien évidemment, sous la gestion d'Alpha Condé, la construction des passerelles, parce qu'on a constaté également qu'il y avait un problème notoire par rapport notamment aux citoyens qui voulaient traverser notamment sur les autoroutes. Donc l'État a initié la construction des passerelles. Ça a commencé notamment du côté de Matam et puis Bonfi. Il y en a également à Koloma. Mais aujourd'hui, le constat est que ces passerelles soit sont transformées en des lieux de commerce. Et deuxième constat, les gens refusent systématiquement d'emprunter les passerelles, et vous avez fait ça comme votre c'est pas objectif de combat par rapport à la sensibilisation. Qu'est-ce que on peut savoir des contours de ce constat, Monsieur Diallo? Monsieur Badi, avant d'abord qu'on ne mette en place le TDR de cette activité, nous sommes allés d'abord vers ces citoyens, on les a écoutés, on a fait un petit sondage pour comprendre pourquoi ils ne veulent pas emprunter les passerelles. Donc, c'est à partir de là que nous avons décidé qu'il fallait partir vers ces citoyens, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être rappelés à tout moment. C'est ça aussi. L'éveil de conscience. L'éveil de conscience. On a un travail à faire, un travail de fond. Alors, nous avons dit, moi, il y a eu un accident de la circulation devant moi, mortel. J'étais là. Où ça s'est passé? Sous le pont de Koloma. Ah oui. De Koloma. Là, j'ai vu quand même des policiers arrêtés pour interpeller les femmes, mais elles refusent. Systématiquement. Si vous avez remarqué au niveau des escaliers, on s'est battu pour envoyer même les murets qui étaient là, on a déplacé pour empêcher les motards aussi, parce que, et même les piétons. C'est dommage. Mais malheureusement, on continue, on persiste. Des fois, on vient sous la passerelle. On traverse. Donc la fois dernière, j'ai assisté à cet accident mortel. Je me suis dit, mais écoute, où on va? Les gens ne prennent pas conscience que l'homme n'est pas... Qu'est-ce que vous avez dit comme argument? L'argument de certains que ça prend leur temps, d'autres disent qu'ils sont fatigués, que c'est trop fatigant, ils ne peuvent pas emprunter. Il y en a qui disent que c'est plus facile de traverser ici que de monter de l'autre côté parce que moi je vais juste là, etc. etc. Les arguments là, moi j'ai trouvé un peu des arguments où c'est comme si on a jeté l'argent par la fenêtre parce que les ponts là ont coûté à des millions de dollars. J'ai suivi le français. Et pourtant les ponts là sont utiles parce qu'il faut... très utile. Justement, c'est très on ne peut pas traverser une autoroute. Et c'est pas propre à la Guinée. Tous les pays modernes aujourd'hui ont ça. Dans la sous-région, partout où vous allez, les gens... Avant le pont, on demandait ces ponts. Mais là que les ponts sont là, on s'est battu. Les passerelles sont là, on refuse de les utiliser. Et quand vous rencontrez certaines personnes, ils ont du mal. Donc nous avons dit, pourquoi pas tenter? Peut-être à travers ça, on a fait des bâches sur lesquelles on a mis des slogans. Emprunter la passerelle, c'est sauver des vies. Des slogans comme ça, on a mis des bâches, des banderoles par passerelle, notamment la passerelle de Koloma marché et celle de Symphonie à marché. J'espère que ça va se pérenniser à la capitale parce que ce n'est pas que seulement qu'on même à Madina, les passerelles qui sont là-bas aujourd'hui sont transformées en lieu de commerce. Très bien, c'est le lancement que nous avons fait. Pour l'instant, nous allons continuer le travail, mais au niveau de Koloma ce matin-là, quand nous avons lancé l'activité, vraiment, quand même, il y a des citoyens qui ont dit que nous avons raison, parfaitement, parce que, imaginez-vous, il y a un autre problème qui se pose là. Au niveau du début de la passerelle, vous trouverez des femmes aussi qui sont venues installer leurs tables, au niveau de juste là où tu peux contourner pour monter. Il y en a qui viennent et disent, bon, tu as vu tout ça. Donc nous avons un travail à faire. On va revenir sur le contour de votre activité. Alors, Mamadou Samba, sur le constat de la non-utilisation de ces passerelles-là qu'on a créées, qui sont transformées notamment par des zones par des lieux de commerce et les citoyens refusent systématiquement de les utiliser. En fait, c'est le problème du Guinéen. Un peu partout, hein, c'est le même constat qui se pose. Monsieur Diallo l'a dit tantôt, que lorsqu'il n'y a pas de pont, on réclame, il n'y a pas de passerelle, on la réclame. C'est comme dans les écoles, vous entendez les élèves, les étudiants vous dire qu'ils n'ont pas de bibliothèque, et lorsqu'on installe la bibliothèque, on l'équipe, vous ne verrez personne.
Donc c'est un problème, alors que pour ce qui est de la passerelle... Je vais revenir à vous tout à l'heure dans cette émission, on me fait signe que nous sommes déjà à la pause. La première pause de cette émission consacrée sur les opérations de déguerpissement à Conakry et les conséquences. On marque une courte pause avant d'arriver dans cette émission pour continuer. De retour dans cette émission, merci de nous rester fidèles sur Star 21 TV. On poursuit l'émission diagnostic sur ces opérations de déguerpissement et les conséquences à Conakry. Alors Samba, on parlait de la non-utilisation de ces passerelles par les citoyens. Oui, c'est que c'est un constat qui est amer. Des fonds énormes de l'argent public a été investi pour construire ces passerelles-là. Je rappelle que ce n'est pas la première fois. Ouais. Je me rappelle quand j'étais tout petit, Madame Kabarou Gibari, qui était maire de la commune de Matam, avait fait la même chose du côté de Madina. Mais il fallait des gendarmes pour taper les gens et les obliger à passer, à utiliser ces passerelles-là, alors que c'est pour notre propre vie. Ouais. Quand vous traversez une autoroute, on vous écrase et puis vous mourrez, vous perdez et puis c'est la famille qui perd. Ouais. Le temps que vous prenez pour utiliser cette passerelle-là, peut-être ça ne dépasse pas 5 minutes. Ouais. C'est vrai que c'est un peu pénible, mais en fait les gens... Non, mais c'est même pas pénible. Les gens sont, surtout pour un jeune, c'est du sport. Ouais. Mais si on veut raccourcir tout, finalement aussi on raccourcit sa vie. Ouais. Et c'est ce qui nous arrive et c'est ce qui est malheureux. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que nous essayions d'être comme les Sénégalais, comme les Ivoiriens, comme les Burkinabés, comme les Maliens. Bien. En fait, le peuple de Guinée, c'est regrettable de le dire, nous sommes un peuple très compliqué, très difficile. Chacun veut qu'il y ait le changement, mais personne ne veut être le premier, ne veut changer, personne ne veut donner l'exemple. Alors, on veut toujours voir l'autre comme le principal problème du pays. Sincèrement, vous aussi vous avez fait le constat, parce que moi parfois emprunter le pont de Madina et ces passerelles-là, ça me donne beaucoup à réfléchir, parce que à Colombo par exemple, il y a une dame qui me disait que bon, on n'a pas de pont. Une fois que le pont est là, on dit non, le pont est un peu soulevé, donc c'est de là. Je dis, mais un pont, une passerelle sur une autoroute, il faut que ça soit quand même soulevé. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez cette insistance de population à risquer au refus notamment d'utiliser ces passerelles? Vous savez, il faut le dire, le Guinéen est difficile. Parce qu'on pense que ces passerelles sont pour peut-être embellir la ville de Conakry. Oui. Mais ils sont aussi pour la sécurité de la vie de l'individu que nous sommes. Si les gens pensent prendre ces liens-là et voir à cause de leur sécurité pour dire que non, c'est haut, je l'ai dit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs propres valeurs. Moi, si je veux vraiment me protéger, je fais tout. J'éloigne tout de moi qui peut nuire mon corps physique. Donc, ces choses-là sont ici, c'est pour dire aux Guinéens, ne passez plus sur l'autoroute en traversant, parce risqué, quand même. Une voiture peut vous taper. Et conscient de cela, mais je me dis oui, celui qui fait ça est en train de me donner une longévité. Mais sauf qu'on refuse. Mais quand il refuse, c'est puisque tu veux t'exposer encore à un danger. Alors, ce que je vais, moi je demanderai encore à l'autorité, nous avons beaucoup de corps en Guinée, et certains sont dans les casernes. Ce n'est pas mettre quelque chose de beau, après on vient mettre une autre sorte de garde qui va rendre les lieux des murs vilains, ou des barres de fer. Mais il y a les policiers, il y a la gendarmerie. Et même la police communale. Ils peuvent mettre ces gens-là, parce qu'on les paye quand même. Ils ont quelque chose à la fin du mois qui peuvent venir obliger les citoyens. Vous voulez qu'on dédie à certains de nos agents, c'est pas l'utilisation de ces passerelles en les postant là pour passer la journée, obliger les gens à monter sur ces passerelles pour éviter les dangers. On n'est pas aussi bête à ce niveau. Ça, c'est ce qui peut aider les Guinéens. Bien. Parce qu'il faut insister en leur montrant le chemin qui est bien. Alors, M. Diallo, vous avez quand même certainement dans votre projet là, en ce qui concerne la sensibilisation pour l'utilisation de ces passerelles, et certainement vous avez des recommandations vis-à-vis de l'État. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous envisagez donner comme proposition aux autorités par rapport à l'utilisation rationnelle de ces passerelles?
Bon, vous savez, avant même de parler de ces propositions, ce que M. Onivogui a dit, nous on a eu à rencontrer les forces de sécurité, notamment le PA qui était installé là. J'ai eu le courage de les demander, mais vous êtes là, vous voyez ce danger-là. Pourquoi vous êtes là? Il y a un parmi eux qui m'a dit, écoute, nous on a tenté, tu as vu les murailles qu'on a déplacés pour mettre là, c'est nous qui l'avons fait. On a tenté à un moment donné de le faire. Certaines femmes ont commencé à dire qu'on est en train de les violer. Je dis, mais non. Il dit qu'il y a eu même des imams qui sont venus leur dire que de laisser les gens circuler comme ils veulent. Ouais. Je dis, mais c'est pas normal. pas normal. Ouais. Je dis, alors nous voulons faire. Il dit, vous allez faire, mais nous on a tenté d'abord, même par la force. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, ils étaient obligés de se replier pour ne pas encore, il m'a même dit, c'est vous encore les hommes de médias et vous les activistes qui vont dire qu'il y a une violation des droits de l'homme, vous avez séquestré ceci, cela. Finalement, j'ai dit, ne vous énervez pas. Nous voulons trouver la solution ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Alors, maintenant là, moi personnellement, je pense que il faudrait mettre des dispositifs en construisant un mur. Monsieur Diallo, arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Non, mais vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas faire des passerelles là on construit des murs, c'est comme si le Guinéen nous était des bœufs, s'il vous plaît. Écoutez, on n'est pas des bœufs. Écoutez, on n'est pas des bœufs, mais si toutefois on n'arrive pas à être civique, il faudrait obliger les gens à être civiques au moins. Parce que là, vous pensez que c'est pour leur propre sécurité. Nous, on allait jusqu'à dire aux citoyens, aux usagers, l'homme n'est pas une machine. Quand un véhicule crève, par exemple, il y a une panne, on change la pièce. Mais quand on a une fracture crânienne ou bien quelque chose comme ça, on ne peut pas changer la tête. On ne peut pas changer. Ça devient, soit vous mourrez, ou vous restez handicapé à vie. Donc la construction des murs plus élevée autour de au moins de 12 ou 14 mètres entre la passerelle, jusqu'à 500 mètres au niveau de la terre pleine, de gauche à droite, au niveau de toutes les passerelles. Comme ça, si ça demande un autre budget d'investissement. Écoutez, mieux vaut ça que d'avoir une passerelle juste pour devenir un musée ou bien un miroir. Parce que ça est là, les jeunes préfèrent venir s'arrêter le soir sur ces passerelles et observer les véhicules et regarder un peu la nature. Parce que même là, quand vous venez à 19h, 20h, vous trouvez plein de jeunes qui sont venus pour prendre des photos. C'est normal. Ça fait partie, parce qu'il n'y a pas de lieu de loisir, par exemple. Dans la zone de l'axe, c'est devenu un lieu pour des jeunes. Au lieu que ça sert notamment à fluidifier la circulation, c'est devenu à des zones de plus de photos. C'est dommage. Ça, c'est le soir quand vous partez. Parce que nous, on est tout près de la passerelle. Alors, l'État, j'invite une fois encore, pour ne pas qu'on a dit que c'est combien de millions de dollars, on a suivi le Français qui était l'ingénieur de ces ponts. Il a expliqué et il a donné centaines de garanties, selon ce qu'il a dit, de ces ponts. Alors, soit s'il faut valoriser ça, il faut prendre des dispositions. La construction des murs plus élevés qui empêcheraient les plus citoyens... élevés que les murs... Pas le pont, mais au moins qui empêche quelqu'un d'escalader. Parce que si vous prenez 12 ou 14 mètres de hauteur entre le pont jusqu'à 500 mètres des deux côtés, je pense que tu ne pourras pas, au moins, comme tu n'es pas un animal sauvage, là, tu ne pourras pas venir... Mais après ces murs-là également, ils peuvent également traverser. La solution, c'est quand même si c'est équidistant, comme l'État avait fait pour les bavettes, si vous traversez l'autoroute, il y a une amende qui est... Oui, mais même ça causera des problèmes. Nous allons encore assister à des affrontements, d'accord, entre les citoyens et les forces de sécurité. Bien. On n'en a pas besoin. Bien. Donc, si tu as une solution, ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que nous avons initié à travers notre partenaire Aide et Action. D'accord? Sur ça, nous avons dit que nous voulons faire ceci. Aide et Action, ils ont dit, on vous accompagne, c'est nous qui avons initié l'activité. Ils nous ont accompagnés dans ce cadre-là. Donc nous pensons que... La construction des murs plus élevés. La sensibilisation pérenne. Continuer à sensibiliser les citoyens. Afin qu'ils acceptent vraiment d'emprunter les murailles. Vous, les médias, aussi faire des émissions spéciales sur ça. Comme nous sommes en train de le faire. Comme on est en train de le faire, je pense que ça peut contribuer à prendre et aller dans les écoles. Mettre en contribution les élèves. Parce que chaque parent a au moins un de ses enfants Mamadou Samba Sow, vous l'avez écouté en termes de propositions, mais moi quand même je suis un peu touché dans mon orgueil de Guinéen, voir, non mais sincèrement, dire qu'il faut construire également des murs de plus de 500 mètres, et ça quand même, moi je me dis que est-ce que ça en vaut la peine, s'il vous plaît, Samba?
Oui, c'est ce que je disais et ce qu'il a répété. Ouais. Pour moi, ce sont des murs de la honte. Sincèrement. Ça existe déjà sur l'autoroute on avait fait du côté de Madina, du côté de Bonfi et de Bessia. Pour empêcher notamment sous les ponts. Parce que là-bas, ils avaient mis des barres de fer que les gens ont arrachées, parfois lors des manifestations. Deuxièmement, il se trouve un petit espace mais quand même, permettant à une personne de se faufiler entre les deux. Maintenant, c'est un mur. Peut-être que ça marche, je ne sais pas, parce que... Non, mais là, ça marche du côté de Madina, parce que là, c'est du béton. Je suis dans un taxi. Ouais. Mais est-ce qu'il faut faire la même chose un peu partout où il y a des passerelles? Pour moi, je le dis, c'est une honte. Imaginez qu'un Ivoirien, un Béninois, un Malien soit en Guinée. En fait, même si c'est un fou, lorsqu'il passe à ce niveau-là, il voit ce mur, il met dans sa tête, oui, si on l'a fait, c'est parce qu'on doit obliger des gens à prendre la passerelle. Alors, pour moi, oui, rapidement. Vous avez évoqué un cas, le Guinéen, lorsqu'il sait qu'il doit sortir de l'argent pour une infraction, on a vu avec cette histoire de port de bavette, parfois, il réfléchit avant de faire la chose. Justement. À l'époque, nous tous, on portait les bavettes, mais aujourd'hui, la méthode a cessé. Même vous, les barils. Ça, c'est un aspect qu'on peut essayer de tenter. Mais, deuxième action, il faut, à mon avis, que les récidivistes, en tout cas les gens qui violent cette mesure-là, soit par exemple pris pour faire des travaux communautaires. Alors, par exemple, qu'on les envoie pour faire le curage des caniveaux et autres. S'il fait 2 ou 3 jours de travaux, peut-être que la prochaine fois, il utilisera la passe. Alors, à présent, on va revenir notamment sur le deuxième aspect de cette émission, qui concerne notamment ces opérations de déguerpissement. Alors, on va aller avec cet élément de reportage sur cette opération de dégagement des emprises, notamment des voiries de la route à Conakry, avant de revenir dans cette émission pour nous intéresser à présent à cette première opération de déguerpissement qui a eu lieu à Conakry, plus particulièrement dans la commune de Ratoma. Mais on suit cet élément de reportage, on revient juste après ça. Ces derniers temps à Conakry, des bulldozers mènent des actions de déguerpissement à Conakry et en périphérie. Plusieurs kiosques, restaurants et certaines habitations ont été démolis sous l'œil impuissant des concessionnaires. L'opération de déguerpissement vise à récupérer les espaces publics illégalement occupés par des citoyens. Le président Alpha Condé a donc instruit monsieur le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire et monsieur le gouverneur de la ville de Conakry d'entreprendre cette vaste campagne qui va durer pour 25 jours. Tout a commencé par la commune de Kaloum, et puis la commune de Dixine, ensuite Matam. Ce matin, nous étions à Ratoma et nous voici dans la commune de Matoto. La dite opération est pilotée sur le terrain par le ministère de l'Habitat et le gouvernorat de la ville de Conakry. De Kaloum au centre-ville de Conakry jusqu'à Dibreka et Koya, toutes les communes de Grand Conakry étaient concernées par cette opération de déguerpissement. Certains occupants ont préféré se précipiter pour libérer les lieux avant l'arrivée des bulldozers. Plusieurs opérations de ce genre ont déjà été conduites. Cette fois-ci, les destructions ont pris plus d'envergure. Après Kaloum, c'est au tour des autres communes à Conakry. À Dixine, tout comme à Ratoma et Matoto, des boutiques, restaurants, magasins et des maisons d'habitation qui gênaient la chaussée ont été complètement dégagées. Les instructions semblent être fermes. Le respect de la distance de sécurité entre les habitations et la route sera de mise. Dans la préfecture de Dibreka, au quartier Kenende, c'est désormais un vaste domaine avec des bâtiments cassés qui s'offrent aux visiteurs dans ce quartier. Des bulldozers ont tout détruit sur leur passage. Sur place, des victimes tentent de récupérer ce qui reste de leurs affaires. 15 ans, Moustapha Kouyaté a vu la maison que sa défunte épouse avait construite s'effondrer. Pourtant, selon lui, il détient des documents légaux.
Vu l'ampleur de cette opération de déguerpissement à Dibreka, kilomètre 5, le président du conseil de quartier de Kenende est très en colère. Il soutient que les populations ont été déguerpies à tort. C'est à tort, honnêtement, à tort ou par désinformation, ou certainement ils se sont trompés, n'est-ce pas, des lieux pour venir cacher à Kenende. En Guinée, durant ces 5 dernières années, de milliers de familles ont été victimes de casses de leurs habitations opérées par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. À l'image de Dibreka, la plupart des victimes n'ont maintenant ni domicile, ni lieu de commerce, encore moins un autre toit. C'était notamment cet élément de reportage sur ces opérations de déguerpissement qui a eu lieu à Conakry. Alors, Mamadou Sambasso, on s'intéresse à présent à ces opérations de déguerpissement, notamment qui ont eu lieu à Conakry. Cette première qui a quand même été de grande envergure à Conakry. Il faut dire quand même que des quartiers entiers, Kaporaï, Kipede et Dimes ont été démolis. Selon votre rapport, Mamadou Sambasso, cette vaste opération de déguerpissement dans la commune de Ratoma a abouti à la destruction de plus de 1769 bâtiments, 1203 familles, 19 219 personnes ont été impactées par cette opération. Alors, la première question aujourd'hui, dans quel état vivent aujourd'hui ces familles qui ont été victimes de ces opérations de déguerpissement? Et si, bien évidemment, on peut appeler ça déguerpissement du côté de Ratoma, plus précisément à Kaporaï, Kipede et Dimes. Bon, moi je préfère parler de spoliation parce que même nous, au départ, on utilisait le terme déguerpissement, mais quand vous regardez la définition, en fait, un déguerpi, c'est un occupant illégal d'un domaine qui appartient à l'État, ce qui n'est pas notre cas, puisque les documents que nous avons ont été délivrés par le même État. Alors, pour répondre à votre question concernant l'état d'âme des victimes, il faut dire que après ces casses, beaucoup de familles sont rentrées dans leur village, puisque beaucoup n'avaient plus où vivre à Conakry. C'est dommage. Et vous connaissez, comme moi, le problème du loyer à Conakry. Ah oui. Et quand vous avez toute une famille, alors que vous étiez paisiblement chez vous, vous aviez une villa, et qu'on vous jette dans la rue tout d'un coup, c'est difficile d'avoir où vivre à Conakry. Beaucoup sont rentrés. Beaucoup de personnes qui sont vieilles, qui sont à la retraite, sont en train de mourir. Quand vous allez sur notre page Facebook... Le choc. Oui, le choc. Notre page Facebook collectif des victimes de Kaporaï équipée de Dimes 2019, vous verrez que presque chaque semaine, nous annonçons le décès d'un doyen. Et à côté, il y a aussi des jeunes, entre 3 et 4, qui sont décédés dans la Méditerranée, après cette casse-là, dans leur tentative de rejoindre ce qu'ils considèrent comme l'Eldorado européen. Et il y a beaucoup de cas. En fait, tant que vous n'êtes pas victime, vous ne pouvez pas comprendre. Et comme l'a dit un ami, à Kaporaï, équipe de Dimes, chaque famille constitue une histoire. Donc chaque famille peut faire l'objet d'un documentaire, d'un reportage, puisque son cas est différent de l'autre. Donc, les gens sont dans une pauvreté extrême. Des enfants ont perdu leur scolarité parce que les parents n'ont plus les moyens. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de veuves qui étaient là. Les maris sont décédés. Ces mamans-là vivaient à travers parfois le loyer parce qu'il y avait des locataires. Et puis, cet argent-là aidait à faire vivre les familles, à scolariser les enfants. Et donc, tout ça s'est effondré tout d'un coup par la volonté d'un homme qui s'appelle Alpha Condé. Alors, monsieur Onivogui, et vous êtes membre également du collectif des victimes des déguerpissements de Kaporaï. C'est vrai que votre histoire également est pathétique concernant votre papa. Aujourd'hui, il y a un problème notoire par rapport à la tombe de votre père. Dites-nous où en est la famille sur la question. Nous avons fait des démarches pour trouver comment enlever la tombe de notre papa. Mais à vain parce que les moyens ne sont pas là. Et je vous dis, en fin de compte, j'ai juste laissé à Dieu. Pourquoi? Parce que je me dis, mon père a vraiment raison quand il a dit
mettez-moi chez moi. Ici, c'est mon terrain, je l'ai acheté, vous me mettez là. Alors, et si je me décide de la lever là-bas, et surtout chez nous, les forestiers, c'est des choses sacrées. Alors, c'est pourquoi, finalement, je me suis juste assis, j'attends. Expliquez un peu à ces téléspectateurs, c'est que votre papa, à son décès, vous l'avez enterré chez vous, à côté, et finalement la zone a été victime notamment de ces opérations de déguerpissement, et aujourd'hui, la tombe de votre papa se trouve à ciel ouvert dans cet endroit. Exactement. Si je veux prendre un peu l'historique, c'est que mon père a acheté ce domaine en 82. Et avec l'aide même du Premier ministre à l'époque, Béavougui, qui était un oncle à lui, et avec qui il y avait aussi un de ses jeunes frères, qui était un ami intime à mon papa. Donc, dans le courrier d'achat de terrain de ces lieux, ils ont adressé à Lansana Béavougui, et il a été sous couvert pour l'achat, pour amener la lettre au niveau de l'habitat. Donc c'est quelque chose qui est vraiment garanti, et pour dire que c'est un arrêté qu'il lui a envoyé là-bas en tant que fonctionnaire de l'État. Donc et acheté à 7500 Sili à l'époque. Donc cet argent a été déversé au niveau de la banque centrale. Parce qu'à l'époque, quand vous êtes ceux qui sont sous les normes de l'État et qui doivent avoir un terrain, vous devez passer du gouvernorat jusqu'au niveau du ministère, et de là-bas vous venez déposer l'argent au niveau de la banque pour qu'on t'autorise à avoir un terrain. Donc à la maladie de mon papa, il a dit qu'il veut être dans sa famille. Et c'est ça ce qui se passe chez les forestiers. Ah oui, plus souvent. En général, les forestiers, ils enterrent. Que le papa reste à côté de ses enfants, même la tombe du papa est toujours en exactement. famille. Et on dit qu'il est toujours là pour dans sa famille. Pour veiller sur sa famille. Donc, c'est ce qui fut fait. Le papa a été enterré et aujourd'hui, ils sont venus enlever toute la maison. Et le jour même de la démolition, la machine était venue quelque part pour marcher. Je suis venu m'arrêter sur la tombe de mon papa pour me dire, j'accepte que vous cassez ces maisons. Mais pas la tombe de mon père. Mais laissez la tombe de mon père. Et pour vous dire, tous les agents qui sont à côté, parce qu'ils sont venus mettre le péage juste, je suis allé leur dire c'est la tombe et parler de l'histoire de ce monsieur qui était celui qui envoyait la nourriture de tous les deux présidents. Parce qu'il est le directeur bancaire de l'hôtel de l'Indépendance, le premier maître de l'hôtel de l'Indépendance. Et c'est à cause de son travail que Sékou Touré lui a pris loin pour l'amener directement faire de lui le maître de l'hôtel de l'Indépendance. Premier maître, je dis bien. Et il a servi Conté. C'est peut-être qu'autant la maladie est arrivée en 1996 et il est décédé. Alors, Monsieur Diallo, c'est vrai que vous êtes un acteur de la société civile guinéenne qui a vécu ces opérations de déguerpissement qui a presque abouti à des démolitions des maisons du côté dans la commune de Ratoma. Alors, 2 ans après, quelle est votre réaction sur ces opérations de déguerpissement à Kapora, équipe des Dumes? Bon, moi, souvent, je me mets j'utilisais l'expression déguerpissement, comme l'a dit M. Sow. Moi, je parle de l'expropriation. Parce que dans notre étude qu'on a réalisée sur les causes des violences récurrentes sur l'axe, Kapora était au centre. La démolition de ces maisons était au centre même des causes lointaines de violences récurrentes sur l'axe. Donc, cette étude a été menée. On est allé rencontrer les victimes et franchement, la plupart des victimes nous ont brandi des documents légaux. C'est comme pour dire, même si c'était entre guillemets une zone réservée, comme ils aiment souvent le dire, mais il y avait une autorité, il y avait un chef de quartier, il y avait le courant électrique. Il y avait notamment les installations de la SEG. Il y avait SEG qui était là. C'est pour vous dire que le quartier a été érigé. Et autre chose,
ils nous ont montré là-bas la déclaration de l'opposition à l'époque en 1998, dont l'ancien président Alpha Condé était signataire, pour montrer qu'ils étaient indignés et qu'ils condamnaient. Dans l'opposition, il a condamné avec la dernière énergie, avec les Bamamadou, les feux Bamamadou et Siradio et tant d'autres, les Jean-Marie Doré, de l'expropriation et de la destruction de Kapororaï. Mais malheureusement, après 20 ans, il revient, il fait plus pire. Parce que la première démolition a eu lieu au mois de février-mars, en pleine année scolaire. Ça, c'était en 1990. On va revenir à vous tout à l'heure dans cette émission, parce qu'on me fait signe qu'on est également talonné par le temps pour la deuxième pause de cette émission consacrée aujourd'hui à ces opérations de déguerpissement à Conakry et ses conséquences. On marque une courte pause, on revient juste après ça. De retour dans cette émission pour la troisième partie et dernière de ce numéro de l'émission Diagnostic, consacré essentiellement à ces opérations de déguerpissement. Alors il faut rappeler quand même que ces opérations ont commencé par des opérations de déguerpissement dans l'objectif de débarrasser Conakry de ses encombrants physiques, mais de déguerpissement on a assisté à la démolition des maisons. Alors, on vous fait revivre ces événements en ce qui concerne notamment ces opérations de déguerpissement qui se sont déroulées à Conakry. On revient dans cette émission pour poursuivre le débat. Se déplacer à Conakry d'un point A à un point B est un véritable calvaire pour les usagers. Une réalité due à l'envahissement des emprises des routes par des étalagistes de tout genre et marchands ambulants. Pour faciliter la circulation, le gouvernement a installé des murettes tout au long des grands marchés aux abords de la route, mais force est de constater que les étalagistes refusent de respecter ces limites. C'est le cas au marché de Matoto, Koloma, Anko 5, pour ne citer que cela. Les emprises des routes sont complètement envahies, causant d'énormes embouteillages aux usagers de la route. Une réalité qui s'explique par le manque de place dans les marchés, selon des vendeuses. Certains étalagistes ont pointé un doigt accusateur les administrateurs des marchés. L'État, pour faciliter le passage et réduire les accidents de la circulation des piétons qui traversent sur ces routes, a procédé à l'installation des passerelles, mais aujourd'hui, comme vous le constatez sur ces images, elles sont utilisées pour d'autres fins, une occupation anarchique par des vendeuses. Malgré les récents efforts déployés pour la libération des voies et espaces publics dans la ville de Conakry, les mêmes espaces sont encore envahis par des occupations et installations anarchiques qui causent des dommages aux usagers et ternissent l'image de la ville. Les nouvelles autorités ont, dans un communiqué, invité les citoyens de la ville de Conakry d'éviter toute nouvelle occupation de ces espaces préalablement libérés. Pour ceux qui se sont déjà installés, de libérer immédiatement les lieux, particulièrement devant les différents. Et oui, c'était cet élément de reportage sur ces opérations de déguerpissement à Conakry qui a abouti finalement à la démolition des maisons. Alors il faut dire quand même que débouté par la justice guinéenne, le collectif des victimes, notamment des opérations de déguerpissement du côté de Kapororaï, a saisi la Cour de justice de la CEDEAO basée du côté d'Abuja au Nigeria. Cette saisine vise à condamner l'État guinéen. Alors Mamadou Sambasso, la question aujourd'hui, pourquoi le collectif a misé sur la justice de la CEDEAO et aujourd'hui où on en est avec notamment cette procédure judiciaire en ce qui concerne notamment la lumière sur ces opérations de Kapororaï. Bon, en fait, il faut reconnaître qu'avant d'aller à la CEDEAO, on était au niveau de la justice guinéenne. Pour le cas en tout cas de Kipé 2, nous avions saisi le tribunal de Dixine, porté une plainte contre le ministère de la Ville pour reconnaissance de droits de propriété. Et voilà, la procédure était sur sa bonne ligne. Et puis la présidente, Mme Balou Keïta, avait fait une ordonnance demandant au ministère de la Ville de cesser toute action sur le terrain, de bornage, etc., de démolition. Mais contre toute attente, il y a eu une sorte de pression, puisque vous saviez à l'époque, voilà, la justice était sous les ordres. Et donc nous avons été, à notre fort étonnement, malgré toutes les preuves fournies,
malgré même le réquisitoire du procureur, un certain Boubacar Mba, qui nous donnait entièrement raison. Et puis on a été débouté, condamné à payer à l'État guinéen 500 millions de francs guinéens. Nous avons interjeté appel le 1er mars 2019, mais le dossier a été classé dans les tiroirs de la cour d'appel de Conakry. Finalement, après la démolition, les trois localités, Kaporora, Ikipede et Dimé, se sont retrouvées pour former un même collectif. Et nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO grâce à l'accompagnement d'une ONG guinéenne basée aux États-Unis, Portal Bantal Fouta Dialon. Et donc il y a eu une première audience, mais l'État guinéen a toujours brillé par son absence jusqu'à ce qu'il y ait eu cette pandémie de Covid. Nous avons notre avocat, Maître Alpha Dramé, a demandé un transport judiciaire. Et entre-temps, Alpha Condé et son groupe ont profité pour faire disparaître toutes les preuves. Ce sont les gravats qui étaient là. Et voilà, entre-temps, finalement, il y a eu ce coup d'État-là du colonel Doumbouya le 5 septembre. Et comme tout le monde, on a été étonné de voir une décision du président de la Cour qui annonce que tous les dossiers concernant le Mali et la Guinée sont suspendus pour cause de coup d'État. Alors que le coup d'État au Mali, ça fait au moins une année. Justement. Le Mali n'a pas été suspendu. Alors, M. Diallo, il y a quand même un aspect en parlant de ces opérations de dégarpissement dans la commune de Ratouma qui a retenu mon attention. C'est un peu cette cacophonie au sommet de l'État, parce que le ministre Kourouma disait agir sur les ordres du président destitué Alpha Condé. Et après, on a vu également cette réplique du Premier ministre d'alors, Dr Kassori Fofana, qui disait que l'État n'était pas informé sur ces opérations de dégarpissement. Comment est-ce que vous avez pu analyser cette cacophonie au sommet de l'État? Moi, je pense que cela montre à suffisance qu'il n'y avait pas d'État. Il y avait l'absence de l'État. Sinon, je pense bien, on ne peut pas faire... c'est-à-dire un déguerpissement d'une envergure... Sous l'instruction du président de la République. Voilà, d'une envergure aussi grande que celle qu'on a connue. Ce qu'on a connu. Et qu'un beau matin, qu'on se lève, qu'on se dise qu'on ne sait pas, le Premier ministre ne connaît pas, cela signifie que l'appareil étatique ne fonctionne pas correctement. C'est que la responsable, il y a un problème de communication entre eux. Soit, c'est-à-dire on agit selon son émotion, ou on agit selon... conformément certainement sont allés dire que ces opérations avaient un objectif plutôt politique. C'était politique orienté parce que quelque part... pour les fins de développement. Oui, vous savez si toutefois il y avait une cohérence entre ce que le président, ancien président Alpha Condé était quand il était opposant et ce qu'il faisait quand il est devenu président, la distance est très grande. Parce qu'au moment où il a condamné en 1998 la première destruction de Kaporora, au même moment, il revient faire plus pire. Parce qu'au moins, en tant que peut-être un président démocratiquement élu, il pouvait proposer quelque chose aux rescapés de Kaporora. Il pourrait dire peut-être l'État c'est la continuité, certes, mais il prend les autres qui étaient déjà, qui se sont habitués, n'est-ce pas, à être loin de leur domaine, de leur terre. Mais ceux qui sont là, qu'on propose quelque chose avant de les déguerpir. Mais vous avez vu, au même moment qu'on déguerpissait, on a installé les PA. C'est pour vous dire qu'il y a un lien logique entre le projet satanique du troisième mandat et les opérations de déguerpissement du côté Kaporora. Voilà, c'est effectif. Vous allez voir, il y a une corrélation. Il faut déstabiliser carrément parce que c'était la zone de contestation par excellence des bavures et notamment de la malgouvernance et tout ce qui s'en suit. Monsieur Onivogui, vous êtes notamment le responsable de la commission mobilisation des fonds pour les victimes du collectif des victimes de Kaporora. C'est vrai quand même que ce sont des opérations qui ont suscité de l'indignation. Il y a eu assez de contributions. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir de tout ce qui a été mobilisé pour ces victimes en ce qui concerne notamment votre collectif? Parce que c'est vrai que les gens certains ont contribué, mais il faudrait également que l'argent soit utilisé de façon rationnelle et au bénéfice, bien évidemment, de ces victimes. Oui, parce qu'en Guinée, beaucoup de personnes se servent notamment des victimes pour se faire de l'argent. Exactement. On espère que ce n'est pas le cas de votre collectif. Il faut éclaircir cette situation. M. Samba vient de vous dire qu'il y a eu à Abuja un premier convoi qui était allé pour notre assise.
Et cet argent que nous avons collecté ou qui a été donné pour les victimes, on ne peut pas le partager au nombre de 200 et quelques familles. C'est petit par rapport aux dégâts. Même pas 100 000 francs par famille ou par personne. Donc il faut, nous sommes structurés, nous sommes maintenant un bureau qui a besoin d'avancer et de faire avancer notre situation. Parce qu'il y a des démarches qu'il faut mener. Exactement, jusqu'à ce que chacun de ces familles-là retrouve où son terrain c'est plus que... et revenir ou être dédommagé. Donc, il faut un bureau, il faut que ce bureau fonctionne. Et pour cela, nous devons, toutes ces personnes-là doivent comprendre que cet argent-là n'est même pas suffisant pour tous ces travaux. Tous nos sorties que nous faisons devant les médias, que nous nous déplaçons pour aller pour voir qu'est-ce que... En tout cas, c'était trop osé de votre part de porter plainte jusqu'à Bouza. Nous sommes soutenus, mais nous devons aussi puiser quelques sommes là pour pouvoir envoyer nos missionnaires qui doivent aller nous représenter. Donc tout ça, c'est puise de cet argent et tous ces gens de Caporora et d'Imes doivent arriver à comprendre que l'argent est en bon lieu et elle est utilisée en bonne science. Alors, Mamadou Samba, tout à l'heure, vous parlez de l'événement, notamment du CNRD avec le changement de régime qui a suivi et l'impact que cela a pu avoir sur le processus judiciaire, notamment dans votre affaire. Alors, la question aujourd'hui, on a vu votre sortie avec notamment la destitution d'Alpha Condé avec son ministre, que certains même sont allés appeler ministre démolisseur ou casseur Ibrahima Kourouma. Alors, on a vu le collectif s'effondrer dans un mémorandum adressé au CNRD. De façon ramassée, qu'est-ce qu'on peut retenir du contenu de votre mémorandum que vous avez adressé au nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya? Voilà, merci. En fait, nous avons été l'une des premières entités du pays à saluer la mise à l'écart de M. Alpha Condé, sa mise à la retraite, politique, et nous saluons l'acte du colonel Doumbouya. On ne peut pas construire son bonheur sur le malheur des autres, Samba. Bon, écoutez, Alpha Condé a construit toute son histoire sur le malheur des autres. Ce qu'il a fait au peuple de Guinée, on ne peut pas dénombrer cela, on ne peut pas faire le bilan en termes de perte en vies humaines, en termes de destruction de biens. Donc, dans ce mémorandum que nous avons réactualisé et que nous avons déposé au niveau du CNRD, avec une demande d'audience également adressée au colonel Doumbouya, nous avons rappelé comment Caporora a été habité. D'abord, avant même la colonisation, puisqu'il y avait eu des populations autochtones Baga qui ont été rejoints après par d'autres populations. Comment la Première République, à travers le ministre El Hadj Moussa Diakité, a loti les domaines et a accordé des autorisations et des arrêtés aux citoyens. Et puis après, donc, l'avènement du CMRN, du colonel Lansana Conté à l'époque, comment le processus a également continué. Comment ce décret numéro 211 du 23 novembre 89 a été pris pour identifier des domaines réservés à Conakry et environ. Et on a identifié dans ça un domaine à Kapororaï qu'ils ont appelé le centre directionnel de Koloma, ça c'était en 89. Et comment en 90, le même régime de Lansana Conté a érigé toute la zone en quartier. Kerno Ousmane Diallo, qui est actuellement l'ambassadeur de Guinée à Madrid, a été le premier chef de quartier de Kapororaï. Et puis, comment la casse de 98 est arrivée, puisque là aussi c'était à cause de visées politiques entre le PIP du général Lansana Conté, l'UNR de M. Bamamadou, le RPG de M. Alpha Condé et le PRP de Sirajo Diallo. Donc, et pour vous dire qu'il y a eu assez de mensonges autour de ce dossier, El Hadj Mansour Kaba, ancien ministre de l'Urbanisme, a reconnu, après la casse de 2019, qu'en 2008, 400 hectares avaient été identifiés du côté de Koya, c'est Sougeta, c'est Fassia, c'est Kakoulimaray, etc., pour recaser les populations déguerpies de Kapororaï en 1998. Et 77 milliards de francs avaient été prévus pour dédommager les gens. Lui-même, il se demande après, est-ce que cet argent a été sorti? Est-ce que ces domaines-là sont encore libres? Et aujourd'hui, ces domaines-là ont été revendus et sont occupés par des populations
qui ne sont pas des victimes de Kapororaï. Et en 2016, le 4 mai, quand M. Alpha Condé est venu derrière la RTG pour la pose de la première pierre pour la construction du ministère de la Ville, il a demandé pardon, il a reconnu que ce qui a été fait en 98 c'était une casse sauvage, et son ministre Luceni Camara a dit que 76 milliards de francs avaient été prévus pour dédommager les victimes de 98 et les gens qui allaient être nouvellement victimes sous Alpha Condé. Bien. Et donc, ça aussi, cet argent n'a pas été vu. Donc, il faut que les gens-là, puisqu'ils sont en vie, qu'ils répondent de leurs actes. Et nous avons demandé que M. Ibrahima Kourouma, ancien ministre de la Ville, soit inculpé pour répondre de ses actes. Que son acolyte, qui est M. Mohamed Mama Kamara, actuel secrétaire général du ministère de la Ville, et tout leur staff, que tous ces gens-là soient mis à la disposition de la justice pour répondre à leurs actes. Nous avons demandé également le démantèlement de la société ivoirienne Imag Holding qui est en train de revendre un mètre carré à 1000 euros. Du côté, sur le site de Kapororaï. Et nous avons vu un certain Mamadou Insissé qui est allé juste avant le coup d'État faire une vidéo et une publication sur sa page Facebook pour demander aux gens qui veulent acheter des domaines de le contacter à travers son numéro de téléphone et une adresse mail. Et après, on vous dira que c'est pour... on a détruit pour transférer l'administration publique de Kaloum vers Kapororaï. Et il y a des domaines qui ont été revendus à Orange, à l'ambassade de Turquie, tout ça n'a pas d'utilité publique. En clair, qu'est-ce que vous attendez du CNRD? Nous demandons qu'on nous restitue nos domaines, que ceux qui ont cassé... Ces domaines, peut-être, on le sait quand même que c'est pour, voilà, pour le Grand Conakry qui va sortir bientôt. Non, mais écoutez, quand on parle de Grand Conakry, il faudrait d'abord que... Parce que vous savez, d'après les explications données par notre avocat, pour faire une expropriation pour cause d'utilité publique, il faut d'abord qu'un tribunal constate l'effectivité, si vous voulez, de cette cause d'utilité publique. Tout ça n'a pas été fait. Ouais. Donc il y a assez de domaines... Vous n'êtes pas contre qu'il y ait notamment des opérations de ce genre sur le site, mais il faut que ça soit procédural et que ça soit... Et le code foncier et domanial de la République de Guinée a prévu toutes les étapes qui ont été violées de long en large par M. Ibrahima Kourouma. Quand vous identifiez un domaine, si vous voulez le récupérer au nom de l'État, il faut qu'il y ait un acte venant d'un tribunal et après que vous proposez un montant et un domaine à l'occupant, s'il conteste la décision, vous vous transportez devant un tribunal qui va juger. Donc nous demandons qu'on nous restitue nos domaines, qu'on nous restitue l'argent pour reconstruire nos maisons que nous avons perdues, mais que ces Guinéens-là qui ont mis dans la détresse d'autres Guinéens puissent répondre de leurs actes. On va voir ce que ça va donner parce qu'il faut dire quand même que le CNRD à sa prise de fonction avait promis que la justice sera désormais la boussole qui guidera le pays en termes de fonctionnement, on l'espère. Alors, M. Diallo, vous en tant qu'acteur de la société civile, c'est vrai quand même qu'il y a eu une annonce des autorités au temps d'Alpha Condé en ce qui concerne l'indemnisation de ces victimes de ces opérations de déguerpissement à Conakry. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes... quel est le regard que vous portez sur le site d'Eguerpi d'abord? Parce que moi, quand je vois Kapororaï, avec, voilà, qui s'étendent parfois en des zones de dépotoir, j'ai me dit qu'il fallait au moins laisser les familles y vivre en attendant que l'État soit prêt à valoriser le site. Ça a été notre vraiment reproche à l'État depuis 1998, parce que quand on a démoli les maisons en 1998 à Kapororaï, c'est resté comme ça. C'était devenu une zone pratiquement où même ceux qui étaient des rescapés avaient du mal même, n'est-ce pas, à vivre dans ces lieux parce que c'était avec de l'insécurité totale et c'était des garages qui poussaient à gauche et à droite, des gargotes, des endroits où vraiment on faisait pratiquement... Et même des dépotoirs. Oui, des débauches même, il y avait des débauches dans ces endroits. Et aujourd'hui, on vient encore, on enfonce le clou. On enfonce le clou en dégageant complètement même le peu d'habitants, les rescapés qui étaient là, qui faisaient office au moins des citoyens qui pouvaient vraiment avoir une possibilité au moins de gérer certaines situations. Donc il n'y a plus personne. Aujourd'hui, quand vous partez, vous allez remarquer qu'il y a on voit qu'on est en train de construire à gauche et à droite. On met des tôles au niveau de certaines parties. On dit que ça, c'est des endroits où on doit construire, mais pratiquement, le plan, ou ce plan cadastral dont il parle, et que c'était destiné à ce qu'il y ait la construction... La délocalisation de la capitale. Je pense que les gens seront déçus
si toutefois, sauf si, avec l'arrivée de ce monsieur du CNRD et à travers le colonel Mamadou, on réoriente, n'est-ce pas, le projet qui était déjà, parce que c'était détourné. Ce n'était plus le cas. Il y a des particuliers qui sont en train d'acheter Caporal. C'est ça la vérité. Et si toutefois cela arrive, je pense que l'histoire retiendra qu'on a chassé des citoyens guinéens. Des Guinéens transformés en des réfugiés dans leur propre pays et envoyé d'autres Guinéens occuper les mêmes lieux. C'est dommage. Je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Nous sommes en train de travailler et les déguerpis de Caporora, ils savent, on a été la première organisation à faire une déclaration. Ils détiennent notre déclaration. On a soutenu, on a dit que nous sommes avec eux parce que nous pensons que c'était une violation des droits de l'homme. Et dans un pays, dans un État normal qui se veut démocratique, un État de droit, on ne peut pas exproprier un citoyen sans lui proposer quelque chose. Bien. Alors, donc, je pense qu'il faudrait que le colonel, on profite de votre émission pour inviter le CNRD de rendre la justice comme il a dit. C'est devenu la phrase dans la bouche de tout le monde. La boussole d'aujourd'hui, la justice devient la boussole de tous les Guinéens. Ouais. Alors, si tel est le cas, il est invité à la fois à rétablir les déguerpis, notamment les expropriés des Caporal, à les rétablir dans leurs droits. Et même dans le Grand Conakry, parce qu'à Koya, à Dibrika, partout où il y a eu injustice, qu'on les rétablisse dans leurs droits. Ensuite, qu'on essaie de revoir actuellement où est-ce qu'on veut transformer Caporal. Est-ce que Caporal reste et demeure le projet du Grand Conakry, horizon 2025. Voilà, ou bien c'est une façon d'exproprier les gens et revendre à des particuliers. Si tel n'est pas le cas, alors le colonel, il a du pain sur la planche avant la fin de... parce qu'il peut faire, dans une situation exceptionnelle, on peut faire des choses exceptionnelles. Monsieur Onivogui, avoir le colonel Mamadi Doumbouya, c'est rien sur... les tombes de ces victimes du régime d'Alpha Condé du côté du cimetière de Bambeto dont le sort était un peu scellé parce qu'on parlait même notamment de la délocalisation de ce cimetière. Est-ce que ceci vous a donné un peu d'espoir en ce qui concerne notamment la tombe de votre papa, pourquoi pas cette justice que vous attendez depuis là? Oui, ça donne l'espoir. On ne peut pas appeler le président, le colonel Mamadi Doumbouya à marcher à aller voir tous les cimetières de la ville, mais c'est déjà un point qu'il a montré qu'il avait vraiment des soucis pour tout ce qui s'est passé et qu'il voyait ça vraiment de façon indignante. Et moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir de dire qu'avec cet homme-là, je suis sûr que je pourrais encore lever la voix et trouver une solution pour la tombe de mon père. Et c'est là d'ailleurs qui m'a donné une fois de plus le courage de dire je ne me presse plus pour demander d'enlever la tombe de mon père, mais je pourrais faire de là-bas un petit lieu de prière, un lieu de prière, qu'on laisse mon papa là tranquille, et que je pouvais poser cette doléance devant lui, parce que c'est un homme, c'est quelqu'un qui a servi cette nation et qui a servi les deux États depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à Conté. Bien. Alors, Mamadou Sambasso, il faut dire quand même qu'on arrive à la fin de cette émission. On attend la mise en place du gouvernement de la transition. Il y a déjà dans l'ossature du gouvernement le ministère de l'aménagement de la ville qui reste toujours en place. Alors, à vous demander quelles devraient être, selon vous, les premières actions de ce futur ministre qui va occuper le poste vis-à-vis notamment de vous, victimes de ces opérations de déguerpissement de Caporal. Oui, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. De Conakry jusqu'à Yomou, vous savez, le problème du foncier en Guinée est à l'origine de plusieurs conflits. Ça, c'est entre citoyens, parfois entre des familles, parfois entre l'autorité au niveau des régions et des populations. Mais pour notre cas précis, et nous ne sommes pas les seuls, il y a les victimes de Caporora équipées de Dimes, il y a les victimes de Dar es Salaam, justement, qui avaient reçu 20 millions pour certaines, finalement, ça par famille, et d'autres victimes, à Conakry, dernièrement, du Breka, Koya. Donc, moi, je pense qu'il faut que le futur ministre de l'Habitat puisse corriger
les erreurs commises par Ibrahima Kourouma et compagnie. Oui, c'est un ministre qui n'a pas de cœur. Et aujourd'hui, il va le regretter et il va récolter ce qu'il a sémé parce que, comme on le dit, Dieu ne dort pas. Et pour notre cas, nous demandons que nous soyons rétablis dans nos droits parce que M. Diallo soulignait tout de suite un passage qui est important, c'est qu'en fait, l'idée originale par rapport à l'aménagement de Kapororaï dans leur idée de départ a été transformée. Vous prenez à côté le centre Prima Center, qui est un centre commercial, il est construit sur un espace qui avait été prévu pour abriter l'Assemblée nationale. Et à côté, c'était la haute autorité de la communication. Aujourd'hui, c'est devenu... Oui, vous prenez les deux tours en allant vers Bambeto, qui sont des hôtels. Cet espace-là était prévu pour abriter un centre artisanal du ministère du Tourisme. Et ça, c'est l'ancien ministre du Tourisme qui me l'a dit, Thierno Ousmane Diallo. Donc tout ça, ils ont revendu les espaces à des copains parce qu'ils sont forts. Et pour garnir leur compte en banque, il faut revoir toute cette situation-là, corriger ce qui s'est passé, et rétablir les gens dans leurs droits et faire du ministère de la Ville et de l'aménagement. On parlait tout de suite de ces routes, des ponts et autres. Tout ça rentre dans le cadre de l'aménagement. Il faut qu'il y ait un département sérieux. Il faut penser à la Guinée de demain avec des villes qui répondent aux normes, des villes vertes, où les gens peuvent vivre dans l'harmonie avec la nature. Mais tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas comme Ibrahima Kourouma. De l'émission Diagnostic consacrée essentiellement à ces opérations de déguerpissement et ses conséquences à Conakry. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci à vous, Monsieur Ibrahima Aminata Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de la Coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement CONAPED. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir dans cette émission pour cette grande première. Plaisir partagé et merci à vous. J'espère que ça ne sera pas non plus la dernière pour cette émission. Également est avec nous Mamadou Sambasso, porte-parole du collectif des victimes de déguerpissement de Kapororaï, Kipé, 2 et Dimes. Merci également d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Et lui, c'est M. Sayon Onivogui, responsable de la commission mobilisation des fonds du collectif des victimes de Kapororaï. Merci également d'être passé dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. À vous également, aimables téléspectateurs inconditionnels de cette émission, tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres acteurs pour parler également de la Guinée, car ensemble, nous devons œuvrer pour une Guinée prospère et unie. Merci pour votre aimable attention et au revoir.